Yorana tatou to tatou wharerir a te i pepe i api, e te amuine iau e te i whatrehau ti a aunei te pā no te whaapu tautei e maimira e te tei atu mau tuhua o ia i o te iwini a te ei, Yorana te iwini. Alors avant qu'on entame un peu les sujets qui sont relatifs au portefeuille que tu portes, en quelques mots, qui était Vini Te'ei et à quel moment il devient ministre. Alors Vini Te'ei, je suis un Polynésien bien entendu. Je suis d'une famille recomposée. J'ai pas connu ma maman à l'âge de 2 ans, enfin elle est partie. Et j'ai été adopté ensuite élevé par une maman Fahamou, maman française. Cursus sur tout le long de la rue des Polythaïciens, l'école maternelle, ensuite Paufei, le lycée Gauguin, il n'y avait pas encore la séparation, le collège de Tipperary. J'ai toujours été attiré par les sciences, qui m'a conduit au départ à vouloir être un ingénieur agronome, mais finalement j'ai bifurqué, je suis tombé dans l'amour de la chimie, et ce qui m'a fait progresser. Et ensuite est arrivé le mai 2023 où j'ai eu le plaisir de te rencontrer, d'échanger avec toi sur mon parcours, sur la vision de notre pays. Moi j'étais véritablement prêt à... Enfin je te suis parce que j'ai la même vision que toi de servir mon pays. C'était très important pour moi d'avoir cette même vision que tu partages. Et c'était un défi, j'avais besoin de ce défi. J'avais besoin de ce défi de sortir un petit peu de ma, pas routine, parce que mon enseignement, mon travail à l'université est vraiment passionnant. Mais au bout de 25 ans, j'avais besoin de me rechallenger. Et ça tombait bien que tu sois le nouveau président du pays, que tu fasses appel à moi et du coup, là, je me suis senti prêt. Il y avait plusieurs éléments qui ont conduit à ce que j'accepte cette fonction. Bien entendu, une volonté d'encore mieux servir mon pays, mais surtout au niveau familial, j'avais, voilà, mon fils est grand. C'est vrai que les responsabilités familiales, ou en tout cas de cette fonction, c'est tellement important que on le voit avec certains de nos ministres, le fait d'être séparés pendant des temps assez longs de leur famille peut peser, peut être difficile. Et pour moi, c'était le bon moment. C'était vraiment le bon moment. D'accord, une longue carrière de chercheur en chimie alors. Tout à fait, une longue carrière de chercheur en chimie. Et pas de la chimie du pétrole, pas la chimie nucléaire, la chimie des substances naturelles. Parce que ça m'a toujours en fait passionné. Je me suis toujours interrogé sur la composition de la matière, en quoi ça pouvait être utile, pourquoi nos plantes étaient si intéressantes. En fait, c'est surtout nos plantes qui m'ont été mon premier guide. J'ai aussi pu bénéficier pendant ma jeunesse, pendant mon adolescence, de la bibliothèque de mon grand-père, avec toutes ces encyclopédies et documentation sur la nature. Je crois que ça, pas dire que je suis tombé dedans étant petit, mais ça m'a toujours fasciné. Alors le général de Gaulle disait des chercheurs, on trouve, c'est des trouveurs qu'on cherche. Et donc en tant que ministre, c'est un peu ça la transformation, je pense qui est attendue de toi, que toi-même tu dois réaliser. C'est d'arriver à trouver des solutions pour notre secteur primaire. Mais le secteur primaire, c'est pas la seule de tes attributions. Tu es aussi en charge de la condition animale, du bien-être animal. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui est fait pour le bien-être animal? Parce qu'on le voit trop souvent sur les routes, des cartons abandonnés ou des chiens attachés avec une laisse de 50 cm toute la journée dans une cour, d'autres maltraitances animales. Qu'est-ce que le pays fait pour ce qui est du bien-être animal? Alors, nous avons recruté au sein de la DIREN, la direction de l'environnement, une personne qui est en charge justement de la condition animale. Depuis ce début d'année 2025, on a eu déjà
plusieurs réunions, 3 réunions du comité du bien-être animal, dont font partie les associations, dont fait partie également la procureure du tribunal, qui d'ailleurs va organiser la semaine prochaine une conférence sur le bien-être animal au niveau juridique. On soutient également toutes les associations dans les îles sur les programmes de stérilisation de nos animaux errants, de certains animaux domestiques des familles qui n'ont pas la possibilité de stériliser leurs animaux. L'objectif est en effet de pouvoir maîtriser le nombre d'animaux qui sont dans nos familles. On travaille également en collaboration avec le ministre de l'économie et des finances, et plus particulièrement avec l'ISPF, pour que dans le cadre des recensements, il y ait une question justement au niveau des familles du nombre d'animaux domestiques qu'ils ont, pour justement pouvoir mieux cibler en fait quelle est la nécessité de la population d'être soutenue, d'être aidée pour aimer ces animaux en fait. On le constate tous, hein, on adopte un animal, on ramène un animal à la maison. En général, c'est les enfants qui demandent aux parents: ah papa, maman, je voudrais un chat, je voudrais un chien. Ils sont toujours très très beaux lorsqu'ils sont petits, on est toujours très attachés, et puis finalement lorsqu'ils grandissent, ils ont moins d'intérêt pour une raison X ou Y. Et c'est ce comportement-là qu'il, à mon sens, s'agirait de mieux accompagner. Une fois qu'on adopte un animal, c'est pour la vie. Je disais, lorsque je me déplaçais au quartier du commerce l'année dernière, justement à la rencontre des associations de défense des animaux domestiques, que on adopte un animal pour la vie, et lorsqu'on rentre à la maison, peu importe en fait le moment, ils sont toujours là à vous accueillir en étant contents. Et c'est cela qu'il faut, à mon sens, mettre en avant pour ne pas les délaisser, ne pas avoir ce qu'on constate en effet dans beaucoup de nos quartiers, de nos îles, des animaux errants, alors qu'au départ ils étaient accueillis à bras ouverts dans nos familles. Ces animaux errants, on va parler d'abord des chiens, ça peut poser problème pour nos touristes, ça peut poser problème pour ceux qui font leur jogging ou qui font du vélo le long des routes. Parfois on a malheureusement des faits divers de gens qui se font chahuter ou mordre par des chiens errants. Alors même si la compétence de gestion des chiens errants relève des communes, donc l'action du gouvernement, elle se situe en amont pour essayer de diminuer le nombre de chiens errants en participant, enfin en favorisant, en aidant, en soutenant ces campagnes de stérilisation. Malgré tout, si on compare par exemple notre pays à la Nouvelle-Calédonie, ils ont chez eux une législation beaucoup plus stricte, avec un nombre d'animaux domestiques fixe par foyer. Je crois qu'ils ont droit à 2 chiens, sous réserve que le domaine soit clôturé. Donc on ne peut pas avoir de chien chez soi si son domaine n'est pas clôturé. Et pour chaque chien supplémentaire, ce sont des redevances et des taxes très très lourdes qui s'appliquent. Dans vos discussions avec les associations, est-ce que ce type de réglementation est réclamé, est souligné Cet argument est en effet remonté de la part de nos associations, et c'est la raison pour laquelle je travaille actuellement avec le ministre de l'économie et des finances, dont l'ISPF est sous sa tutelle, pour avoir justement cette information du nombre d'animaux de compagnie qui sont dans nos familles. Après, on le sait bien, on a quand même sur notre territoire des chasseurs et qui vont à la chasse aux cochons avec plusieurs chiens. Donc il va y avoir à juguler, en fait à évaluer en fonction du besoin et de l'utilisation qui en est fait de ces chiens, soit au niveau domestique uniquement, soit pour des activités professionnelles bien définies. Et c'est ce que l'on est en train de mettre en place justement. Il y a une demande de la part des associations canines, une reconnaissance plus importante de leurs animaux, également d'une reconnaissance de leur métier. Pour avoir justement l'autorisation aussi bien de les reproduire, d'avoir des élevages. On assiste, je pense, beaucoup quand même à des ventes d'animaux domestiques, alors qu'on ne connaît pas
leur identité, leur patrimoine génétique, et pourtant ils se vendent à des sommes qui des fois défient toute concurrence. Hein. Et c'est ce que réclament les éleveurs de chiens, d'avoir une structuration de la filière avec une garantie finalement pour l'acheteur du patrimoine génétique des parents du chien ou du chat même qu'ils ont acheté, dont ils ont fait l'acquisition. Alors pour les chats, c'est un peu différent. Je n'ai pas encore vu de touristes agressés par un chat errant. Mais malgré tout, des chats en surnombre dans la nature, c'est une menace pour les oiseaux et pour d'autres espèces sauvages. C'est même peut-être pire. Oui. C'est même peut-être pire parce que les chats, en fait, on les voit pas. Ils ont cette capacité à se faufiler, à se cacher, alors qu'un chien est beaucoup plus visible. En général, il va vouloir défendre son territoire. Alors que les chats, les félins, ils vont plus avoir tendance à se carapater. Et néanmoins, mais en fait, on l'a vu moi je l'ai vu lorsqu'on s'est déplacé à Nukuiva. Il y a énormément de chats errants. Et qui en effet ont un impact ensuite négatif sur la faune aviaire, sur nos oiseaux, dont certains sont endémiques. Donc on a aussi des campagnes de stérilisation pour les chats. Tout à fait. Alors à côté de la condition animale, il y a un domaine que tu connais bien et que tu portes, c'est celui de la recherche. La recherche en Polynésie, c'est des centres de recherche. Il y en a qui dépendent directement de l'État. Il y en a un, à ma connaissance, qui dépend du pays, c'est l'Institut Louis Mallardé. Décris-nous un peu le paysage de la recherche en Polynésie. Qu'est-ce qu'on fait en Polynésie? Alors, peut-être que dans l'esprit des gens, on sait qu'on a fait beaucoup de recherches sur la ciguatera. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Ça, c'est une autre question. Mais quels sont les domaines de recherche des différents centres qui existent en Polynésie? Quelles sont les possibilités pour nos jeunes de travailler dans ce domaine-là? Et est-ce que toi, tu as des objectifs particuliers par rapport au domaine de la recherche? Alors la recherche, c'est vraiment tous azimuts. La recherche, c'est la recherche, je dirais qu'il y a deux grands secteurs de la recherche. La recherche dite fondamentale et la recherche ensuite appliquée. L'une ne va pas sans l'autre. On a besoin des deux pour progresser. Au niveau du pays, avec les organismes de recherche qui sont présents au Fénois, c'est vrai que c'est essentiellement de la recherche pour beaucoup quand même appliquée sur des intérêts du pays, donc notamment l'Ifremer sur tout ce qui est activité marine, sur la perliculture notamment. Pour le CRIOB PHE qui est à Moorea, c'est pour beaucoup également la relation terre-mer, le littoral, la compréhension de tous les phénomènes du continuum terre-mer. À l'université, étant donné qu'il y a 3 départements, le département en droit économique, le département langue et le département sciences, en fait, les activités de recherche seront véritablement sur ces 3 thématiques, sur ces 3 départements, donc droit, économie, langue et puis sciences. Et pour ce qui est de notre institut Louis Mallardé, la vocation a toujours été une recherche sur le monde médical. Tu sais aussi bien que moi, c'était la création de ce Farimariri au départ, sur l'éléphantiasis, qui ensuite s'est orienté vers d'autres maladies, notamment portées par le vecteur moustique, la dengue, après ça a été le chikungunya, le Zika, la ciguatera bien évidemment. Et également les substances naturelles, avec au départ le laboratoire du docteur Isabelle Lechat, qui est maintenant sous la tutelle, sous la responsabilité du docteur Suaz. Mais à chaque fois, c'est à finalité médicale, médicinale, thérapeutique. À la frontière de la recherche et de l'agriculture, il y a justement ce nouveau champ d'application qu'on a ouvert avec la légalisation du cannabis thérapeutique. J'insiste sur le mot thérapeutique. Aujourd'hui, le texte a été pris. L'appel à candidature pour l'expérimentation a été lancé. Si je me souviens bien, c'est deux candidats par archipel. Tout à fait. Explique-nous un peu, parce que beaucoup de gens
on le voit dans les commentaires Facebook, disent mais pourquoi que 10 alors que tout le monde veut se lancer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette phase d'expérimentation? Et quel est le rôle de l'Institut Louis Malardé dans l'ensemble du mécanisme lié justement à la légalisation du cannabis thérapeutique chez nous? D'abord, en premier lieu, je dirais que cette mise en place de filières de culture et de valorisation du cannabis thérapeutique est très importante parce que c'est la première culture d'une plante à finalité thérapeutique. Dans les médias, toutes nos cultures que l'on a dans nos domaines agricoles ou chez les privés, c'est pour l'alimentation ou c'est pour l'artisanat ou autre. Et l'Institut Malardé, en effet, joue un rôle central puisqu'ils ont commencé les expérimentations avec des graines qui ont été commandées chez des semenciers, des graines qui respectent en fait le taux en THC inférieur à 0,3%. Mais ces tests ont été menés en container avec un contrôle de tous les facteurs climatiques. Il est important maintenant de savoir si les graines qui ont été sélectionnées, en fonction des climats de notre pays, qui quand même est assez vaste, on part de Marquise avec un climat équato-tropical jusqu'au Tourapais avec un climat tempéré, voir si ces semences ont toujours la même proportion en tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire en substance psychoactive prohibée, qui est inférieure à 0,3% pour qu'on reste dans la légalité. Ce n'est qu'à l'issue de cette phase pilote où on pourra attester que peu importe le climat, peu importe le sol corallien, sol basaltique, au milieu de la vallée de Kivaoa ou au fin fond d'une vallée à Rurutu, cette production restera toujours conforme à du cannabis thérapeutique, c'est-à-dire avec une concentration en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,3%. Ce n'est qu'en ayant validé cette phase-là qu'on pourra après étendre la possibilité à nos agriculteurs de produire du cannabis thérapeutique. Donc il faut que tout le monde comprenne bien que cette phase, elle est absolument essentielle, parce qu'effectivement, les terroirs qu'on a, les différents terroirs, la nature des sols, le climat spécifique, l'ensoleillement, la pluviométrie, les plantes environnantes, tout ça peut avoir un effet. Hein. Une plante, c'est du vivant, c'est pas un objet, et donc ça peut varier en fonction du terroir. Et si on ne s'assure pas de la stabilité du cannabis thérapeutique qu'on fait pousser, on pourrait arriver à une situation où on a des dérives, on a des taux de THC qui explosent, entre guillemets, en tout cas qui dépassent le seuil autorisé de 0,3. Et là, ça viendrait fermer la filière. Donc il faut absolument qu'on puisse faire cette phase de validation pour ensuite dire, OK, maintenant on est sûr que dans le temps et dans l'espace, on n'a pas de variation, ou du moins des variations acceptables, et là on peut généraliser. Tout à fait. Et ça part véritablement d'un constat que l'on connaît au niveau de la recherche scientifique sur les plantes. Un exemple simple, hein. Je parle d'un cep de vigne, d'un cep de raisin. On le sait dans les vignobles, en fonction de la localisation du cep dans une vallée, on peut soit avoir une piquette, soit un grand cru. On le constate aussi chez nous. Là, on a une première production cette année de vanille issue des Marquises. Il semblerait parce qu'on attend les analyses néanmoins, que la concentration, en tout cas la qualité aromatique soit plus intense que la vanille qui est cultivée dans les raromatèques. Ça va faire plaisir à nos amis marquisiens. Ça va faire plaisir en effet à nos amis marquisiens. Bien. Pour clore le chapitre sur le cannabis thérapeutique et le CBD, juste rappeler à nos spectateurs, aux téléspectateurs, que l'importation de produits à base de CBD est aujourd'hui autorisée, et que si on n'en trouve pas encore sur le marché, puisque là aussi je vois des gens qui parfois se plaignent en disant « Ah, mais c'est la faute du gouvernement, c'est toujours pas autorisé ». Si, c'est autorisé, en revanche, ce n'est pas le Far West. Ce sont des sociétés qui doivent se manifester et doivent présenter, donc être en capacité de présenter une fiche technique approuvée qui vient garantir les taux en différents composés chimiques, notamment le THC, pour que ces produits soient importés. Donc il y a eu des blocages à la douane de certains arrivages, mais qui ont été commandés par des particuliers et qui évidemment n'ont pas pris la peine de présenter cette fiche
n'ont pas été en capacité de présenter cette fiche technique qui vient garantir le taux en CBD. Voilà. Donc l'importation du CBD, des produits à base de CBD, est autorisée. En revanche, elle doit être faite dans les règles. On clôt le chapitre sur le cannabis thérapeutique. Le rôle de l'ILM là-dedans. Le rôle de l'ILM là-dedans, c'est de contrôler les analyses, de faire ces analyses en proportion de CBD et de THC pour être sûr qu'on est bien dans la légalité. Ok. Alors maintenant, on va parler un peu d'agriculture. Hein. On va être les pieds dans la terre, les mains dans la terre. On a réalisé en 2023 le recensement agricole, c'est ça? Le recensement général agricole. Le recensement général agricole. Comment se porte notre agriculture? Donc ça nous permet d'avoir une ligne de base. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on produit, en quelle quantité? Est-ce qu'il y a des domaines où on est bon, des domaines où on n'est pas bon? On peut dire les choses quand on n'est pas bon, il faut le dire. Donc, que nous a enseigné ce recensement général agricole? Alors, ce recensement général agricole nous a quand même enseigné qu'on avait une perte de nos agriculteurs. En tout cas, on avait moins d'agriculteurs qu'il y a plus de 10 ans. Que le nombre... Par contre, étonnamment, la production agricole n'a pas chuté de façon identique par rapport au nombre d'agriculteurs. C'est-à-dire finalement, on assiste à un complément du manque d'agriculteurs par l'utilisation finalement de machines agricoles qui permettent d'avoir une production qui reste stable, même si en effet, on est lié quand même aux importations. On a quand même plus de 80% de matières, de denrées alimentaires importées, et donc ça laisse simplement 20% pour notre production locale. Néanmoins, on a des productions qui commencent à s'établir de façon plus importante. Je vais prendre l'exemple de la carotte, mais c'est surtout faire en sorte que les productions végétales que l'on a, commerciales, vivrières, maraîchères, puissent être conservées dans l'année, dans le long terme, enfin dans un terme moyen-court terme. C'est l'objet de la mise en place de nos ateliers d'agrotransformation, de pouvoir faire en sorte que lorsqu'on est en période de grosse production, cette grosse production puisse être ensuite conservée en congélateur, prêt à l'emploi pour la ménagère ou pour les circuits de professionnalisation. Franchement, Président, depuis 2 ans, pour être présent à chaque fois aux commissions d'attribution des lots, des lotissements agricoles, et notamment la dernière commission que nous avons eue au mois de juillet, j'ai eu l'heureuse constatation de voir que par rapport à l'année précédente, l'âge moyen de nos agriculteurs, en tout cas des personnes qui candidatent, diminue. Au début de notre mandature, c'est vrai que la moyenne d'âge des demandeurs de l'eau agricole se situait plutôt aux alentours de 45-50 ans. Là, nous avons eu le plaisir de constater au niveau de la commission que les plus jeunes demandeurs avaient 21 ans. On avait beaucoup de jeunes de 25-30 ans qui candidataient, qui sortent de nos lycées agricoles ou qui sortent d'une formation les formations FIA, les formations à l'insertion agricole, où ils sont suivis justement par le CFUPA pour des projets de développement et qui ont la priorité dans l'attribution des lots agricoles de nos domaines. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir que les graines prennent. En tout cas, notre volonté commune de soutenir le secteur primaire se fait écho dans la population, se fait écho dans nos services et d'avoir des jeunes qui s'engagent sur cette voie. D'ailleurs, le président actuel du SPG Biofituia est un jeune qui sort du BTS du lycée agricole de Congo. Qu'est-ce que c'est le SPG Biofituia? Parce que je pense que la plupart des Polynésiens se demandent si c'est un vaisseau spatial ou... C'est vrai, on passe souvent en cible. Donc le SPG, c'est le syndicat des producteurs agricoles du bio. Donc ils sont tous engagés soit dans l'élevage de poules pondeuses ou dans une agriculture qui respecte l'environnement. Ils ont un comité de suivi
Et donc, il promeut le développement agricole en utilisant des intrants agricoles qui sont bio. On va revenir sur le bio un peu plus tard, mais je me souviens d'un exposé qui avait été fait par un expert de la DAG, pardon. J'allais dire SDR, parce que c'est ma génération, on a connu le SDR, mais le de la DAG c'est plus récent, qui nous expliquait en gros que pour atteindre 100% d'autonomie alimentaire, on faisait un rapide calcul et en extrapolation, il nous faudrait 1500 km² de surface cultivable. Ça illustre la corrélation forte qu'il y a entre production agricole et foncier. Aujourd'hui, nos agriculteurs, quelle est la proportion de ceux qui opèrent sur du foncier privé, soit qui leur appartient, soit qu'ils louent, et ceux qui opèrent sur les lotissements agricoles que le pays met à disposition, à Faroua, à Taha, un peu partout? Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là en utilisation du foncier? C'est vrai que pour avoir une autonomie alimentaire totale, les projections de nos ingénieurs agronomes mettent en avant la nécessité d'avoir au moins 80 000 hectares de superficie agricole. Actuellement, dans nos domaines agricoles, on a à peu près 5 000 hectares de foncier destiné à l'agriculture. Il y a à peu près l'équivalent en foncier privé. Certains de nos exploitants agricoles sur des domaines privés, la crainte que ces domaines privés qu'ils ne leur appartiennent pas, parce qu'il y a un renouvellement des générations, les nouvelles générations ne veulent pas forcément que ces terrains soient pour l'agriculture. Donc on fait pousser des maisons plutôt que... On fait pousser des maisons plutôt que des tarots et des bananes. Donc c'est en effet un signal fort qui nous est lancé par nos agriculteurs de venir en soutien à cette disponibilité de terres agricoles. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle notre gouvernement, ton gouvernement, a présenté à l'Assemblée de la Polynésie française une loi du pays sur l'aménagement du foncier privé à vocation agricole. Aujourd'hui, 10 000 hectares à peu près cultivés, moitié privé, moitié appartenant au pays. Moitié pays, donc mis à disposition avec des baux tout de même très très avantageux. Oui. Je ne sais plus à combien était loué l'hectare sur le lotissement qu'on a visité à Taha, mais c'était très peu. 15 000 francs, alors ça va de 10 000 francs à 30 000 francs l'hectare à l'année, en fonction en fait de la position du lot agricole, si c'est une terre arable ou pas, et du devenir de l'utilisation qui va en être fait. Un exemple, hein, c'est vrai qu'à Faroua, la location des bois agricoles atteint 30 000 francs parce que c'est vraiment une vallée, un environnement propice à l'agriculture. Aux Marquises, pour les élevages de chèvres ou c'est des terrains plutôt rocailleux, à ce moment-là, la tarification est moindre, elle va plutôt sur du 10 000 francs, voire même un petit peu moins dans certains cas. Enfin, 30 000 francs par mois, c'est 30 000 francs par an, c'est 2 500 francs par mois. Donc tout ça pour replacer les choses dans leur contexte. Le pays met réellement à disposition bonne terre agricole à des prix défiant toute concurrence, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et puis l'idée donc depuis quelques années, c'est effectivement de coupler ces lotissements agricoles avec des unités d'agrotransformation qui permettent de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de gommer la saisonnalité, de soit faire du produit sec, lyophilisé ou autre, poudre, qui n'a pas besoin d'être mis au frigo, soit de faire du congelé, du surgelé, prêt à l'emploi. On l'a vu à Tahab, des projets super intéressants. Un qui avait retenu mon attention, je ne sais pas s'ils ont été attributaires, mais c'était le projet Aitareiti, qui semoule de manioc. Faisait de la semoule de manioc, qui se cuit comme le riz au rice cooker et qui a donc à vocation à remplacer le riz. Donc vous voyez, il y a des possibilités qui sont tout de même intéressantes, puisque le manioc, je pense que même moi, je devrais arriver, j'ai pas la main verte, hein, je devrais arriver à faire pousser du manioc. C'est pas très compliqué à planter, contrairement à d'autres plantes. Donc on a des perspectives. Maintenant, l'agriculture, elle n'est pas que vivrière. Il y a aussi une agriculture plus orientée vers l'export, parce que bon, même si on en produit beaucoup
on a la possibilité d'en produire beaucoup. C'est pas demain qu'on va exporter nos carottes vers la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. On n'a pas les mêmes échelles. On a malgré tout quelques produits, je dirais, d'exception, comme notre vanille, qui s'exportent. Donc là, comment est-ce qu'on favorise l'export de ces produits particuliers? Bon, une partie est consommée localement, mais pour la vanille, je crois que l'essentiel de la vanille est exporté, et c'est tant mieux. 80%. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme produits de l'agriculture qui ont un potentiel ou qui sont déjà exportés, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on en exporte plus? Parce que voilà, l'export pour notre économie, globalement, c'est ce qui va permettre de faire rentrer des devises et de, quelque part, réduire notre dépendance économique. C'est vrai que la vanille a toujours fait partie des produits végétaux exportés par la Polynésie. Tu sais aussi bien que moi, avant le CEP, il y avait les oranges, le café, le chocolat. Actuellement, la vanille est en tête de liste au niveau pécunier, je dirais, intérêt financier. Mais il y a un autre produit qu'on exporte, c'est notre monoeil, qui est issu d'une production agricole, avec notre copraculture et la culture du Tiare Tahiti. Et à mon sens, ce sont les produits que nous avons à soutenir parce que c'est des filières à valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée. Je m'explique, les filières de la cosmétique, du bien-être. Il y a actuellement des sociétés qui se constituent, qui valorisent des plantes, des tuamotu, le miki-miki, le kahaya, parce qu'elles ont des propriétés exceptionnelles antioxydantes, anti-vieillesse. La cure de jouvence. Le secteur de la cosmétique est un secteur sur lequel nous avons un beau développement à faire. Pourquoi? Parce que lorsque je suis parti pour la première fois en France, j'avais 8 ans. Et de retour chez nous, et même après, pendant mes années universitaires où je revenais au Fénois, à chaque fois qu'on sort de la carlingue de l'avion, s'il y a bien une chose qui m'a frappé, c'est l'odeur des fleurs, des tipaniers, des Tiare Tahiti, du motoeil que l'on sent lorsqu'on sort de la carlingue de l'avion après plus de 21 heures de vol. Pour moi, il est important en fait qu'on puisse aller vers ces filières de valorisation d'extraits de plantes à parfum, de plantes aromatiques, de plantes médicinales. On a tout un savoir-faire de la médecine traditionnelle qui actuellement n'est pas suffisamment porté, ou en tout cas reconnu, où il y a eu tellement je pense, de pression qui a été exercée sur les taoua, que il y en a, voilà, ça reste encore un sujet difficile à mettre sur la scène publique, même s'il y a une volonté de toutes les parties de reconnaître notre médecine traditionnelle. C'est le cas au niveau du CHPF. Il y a maintenant nos taoua qui assistent certains médecins dans leur consultation, la médecine intégrative qu'on en appelle. Mais le travail encore est à mener, de développer cette filière des plantes aromatiques et à parfum. Et justement, la mise en place de cette filière du cannabis thérapeutique est pour moi comme si c'était une locomotive qui doit nous permettre de développer les autres plantes à parfum et les plantes à activité thérapeutique médicinale. Donc ces plantes-là, on peut dire que ce sont, on va raisonner de manière un peu simpliste, 1 kilo de pommes de terre, ça a une certaine valeur. Bon, évidemment, on le consomme, donc ça a une valeur nutritive, mais au plan financier, on va dire que c'est pas le top du top. C'est pas le top du top. Quand on compare 1 kilo de pommes de terre et 1 kilo de vanille, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports. De la même manière, toutes les plantes que tu viens d'évoquer et leurs produits transformés pour faire de la cosmétique, des aromates, etc., on est dans la valeur ajoutée très très forte. C'est ça. Pour structurer ces filières, bon, il y a des initiatives privées ou mixtes. C'est réuni il y a quelque temps lors de la venue du ministre des Outre-mer avec l'association Pacific Cosmetic Valley. Mais on a un établissement qui a été sous le feu nourri des projecteurs, c'est l'Epic Vanille, qui a au départ, qui avait vocation à aider au développement de la filière vanille, avec
bon, les vicissitudes qu'on a connues. Aujourd'hui, cet établissement il est en voie de restructuration. Est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce qu'on va faire de cet établissement demain? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pas que de l'agriculture en effet alimentaire, mais si c'est nécessaire, pas que l'agriculture pour les artisans, pour des confections de maisons ou autres, mais l'agriculture également qui guérit, l'agriculture qui permet de se sentir mieux, du bien-être. Et donc pour moi l'établissement Vanille de Tahiti doit se restructurer sur le développement d'abord de ce produit agricole qui est reconnu dans le monde entier. On sait que la vanille de Tahiti est une vanille de bouche, une vanille gourmet. Utiliser cette plante comme fer de lance pour entraîner ensuite le développement des autres plantes, dont le cannabis thérapeutique, dont également le kava, le Pipermethys ticum, une plante qui qu'on est venu aussi encadrer et légaliser. Qu'on est venu également encadrer et légaliser. Ce sont des plantes à haute valeur ajoutée. Ce sont des plantes qui ont un intérêt pharmaceutique, qui ont un intérêt cosmétique. Et du coup, en effet, le kilo de vanille, le kilo de racine de kava est beaucoup plus intéressant au niveau pécunier, au niveau marketing commercial, qu'un kilo de pommes de terre. Mais néanmoins, on trouve maintenant dans tous les produits agricoles des innovations qui permettent d'utiliser, au départ, des épluchures de pommes de terre peuvent être des produits à haute valeur ajoutée. En fait, il faut voir que les plantes, c'est des industries de synthèse chimique naturelle qui produisent en fait tout un tas de molécules dont certaines sont vraiment des pépites. Sauf que dans les médias, on n'a pas encore l'innovation nécessaire, les structures nécessaires pour aller chercher ces petites pépites. Le triptyque agriculture vivrière, agriculture à forte valeur ajoutée, ne peut pas fonctionner si on n'a pas effectivement aussi ce pôle de recherche, qui permet pour un fruit, un tubercule, une racine donnée, d'aider à découvrir quels sont les principes actifs, quelles sont les molécules qui demain vont venir concurrencer les L'Oréal et autres. Donc il faut que tout ça fonctionne bien ensemble. Pour terminer un peu sur l'agriculture, aujourd'hui, un jeune qui veut devenir agriculteur. Alors, soit il est né dans une famille d'agriculteurs, ça fait X générations que ont toujours fait d'agriculture, il se pose même pas la question, il veut pas faire autre chose parce qu'il sait que c'est le plus beau bureau du monde. Soit c'est pas le cas, il n'est pas forcément né dans une famille d'agriculteurs, il a peut-être vécu toute sa vie dans un habitat groupé au fond d'une vallée tel qu'on les connaît chez nous. Mais malgré tout, il est attiré par cette filière. Quelles sont les possibilités de formation qu'il a localement? Quelles sont celles qu'il peut poursuivre au-delà d'un certain niveau? En quoi est-ce que le pays peut l'aider? Et ensuite, le jour où il décide, ça y est, je suis formé à tel niveau ou tel niveau, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'agriculteurs qui aient tous bac plus 12, il doit devenir agriculteur. Là, ça nous amène en fait à la relation à la fois des services et du ministère avec une autre entité qui est parfois perçue, alors ça dépend des années, ça dépend des personnalités de ceux qui la dirigent, mais parfois perçue comme un ministère bis, c'est notre chambre d'agriculture et de pêche lagonaire. Un agriculteur, est-ce qu'il a forcément une relation avec la CAPL? Mais d'abord, quelles sont les filières de formation pour se lancer dans l'agriculture? Si on est encore mineur, on a nos établissements de formation tels que le lycée agricole de Punhou et les deux lycées privés qui sont le lycée Saint-Anas des Marquises à Nukuiva et le lycée privé également de John Doom qui est à Taravo. Est-ce que ces lycées enseignent tous les trois
finalement les mêmes choses ou est-ce qu'il y a des spécialités? Alors oui, il y a des enseignements communs qui sont en fait la formation au développement agricole des régions chaudes, qu'on appelle la formation DARC. Après, il y a des formations spécifiques en effet en fonction des lycées. Par exemple, le lycée John Doom a une formation sur l'aquaculture, puisqu'ils sont près de Veirao, du centre d'écloserie de la direction des ressources marines. Pour ce qui est du lycée Saint-Athanase de Nukuiva, ils développent plutôt la filière porcine, avec leur mise en place d'un cheptel, d'élevage et de traitement des carcasses de porc pour ensuite une consommation directe. Le lycée agricole de Punhou, lui, à ma demande, à notre demande, va ouvrir également des formations sur le domaine maritime avec les formations au métier de la mer. Mais en dehors de ce cycle de formation au bénéfice de nos jeunes, lorsqu'on est sorti du système scolaire, il y a également la possibilité de faire ces formations agricoles via les maisons familiales rurales, ce qu'on appelle les MFR. On en a 8. Sur Tahiti, on a celle de Papara et de Veirao. Il y a deux MFR à Veirao, garçons et filles, une à Papara. Une à Rurutu, une à Wahine dans ton île, une à Taha. Et ça permet donc... alors c'est un enseignement qui est véritablement différent des enseignements qui sont dispensés dans les lycées. À savoir que c'est des enseignements en alternance, où les apprenants ont une semaine de cours théoriques au sein des établissements, et ensuite partent 2 semaines dans des exploitations agricoles, chez des professionnels. Et si on est donc véritablement sorti du système scolaire, donc ce qu'on appelle la formation initiale, on peut néanmoins disposer de formations d'agriculture via le centre de formation, le CFPPA, le centre de formation pour la production agricole, qui donc a une antenne également au lycée agricole de Punhou, mais qui a également son centre de formation ici sur Tahiti, au plus centre destiné Veiba. à des adultes. Hein. Là, c'est destiné en fait à des adultes. Donc ils contactent le centre, ils ont déjà un projet de développement en relation avec l'agriculture, et donc ils vont suivre des cours aussi bien de biologie végétale, d'aménagement d'un terrain pour l'agriculture, mais également des cours de commerce, de gestion d'entreprise, pour que à l'issue de cette année de formation, ils puissent mettre en place leur activité agricole avec derrière la commercialisation de leurs produits. Alors que ce soit un jeune qui a fait les lycées, les MFR ou tout ce que tu viens d'évoquer, un moins jeune qui a fait le CFPPA, donc ils arrivent à peu près à un niveau bac pro agricole, enfin ça va dépendre. Niveau bac. Et qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du bac en matière de formation agricole chez nous? Est-ce qu'il existe des formations ou est-ce qu'il faut partir? Chez nous, alors, on a les BTS, donc les bac plus 2, les brevets de techniciens supérieurs, qui sont dispensés aussi bien au lycée de Punhou. Il va y en avoir qui va s'ouvrir au lycée de John Doom, qui permet donc d'avoir ce diplôme de bac plus 2. Après, c'est vrai que si on veut continuer être technicien supérieur, bac plus 3 et être ingénieur, dans les médias, il faut partir. D'accord. Et arrive le moment où je veux me lancer. Et là, donc, je dois avoir ma carte CAPL. Tout à fait, la carte agricole. Alors, présente-nous la CAPL. Qu'est-ce que c'est que la CAPL? Ça a été, je crois que c'est un des plus anciens, sinon le plus ancien établissement de l'histoire de Polynésie. Tout à fait. À quoi ça sert et en quoi c'est différent de la DAG et du ministère? Quel est le périmètre d'action spécifique de la CAPL? Donc la DAG, anciennement FDR, est un établissement public administratif qui gère notamment nos lotissements agricoles, toute la politique agricole du pays, du gouvernement. La CAPL est une chambre consulaire maintenant qui élit un président
président qui est représenté en fait par différentes cellules du monde agricole et de la pêche lagonaire, c'est-à-dire il y a la cellule des horticulteurs, des maraîchers, des pêcheurs lagonaires, qui ensuite vont élire leur représentant qui devient le président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Ça c'est le format. Ça, c'est le format. Un peu une CCISM de l'agriculture. Tout à fait. Un peu Mais une maintenant, CCISM de l'agriculture. que fait la CAPL? La CAPL, suit nos agriculteurs, se déplacent sur le terrain pour évaluer leur production et pour attribuer ensuite ce qu'on appelle la carte agriculture, la carte agricole, qui est attribuée à partir d'un nombre de points définis en fonction du nombre de cocotiers, de bananiers, de plantes, de végétaux que les personnes ont. Il faut, il me semble, 400 points dans leur barème pour être titulaire de cette carte agricole, pour être reconnu en tant qu'agriculteur. Et à quoi ça sert? Je veux dire, est-ce que je peux être cultivateur de 10 hectares de je ne sais pas quoi d'ailleurs et vendre ma production, l'exporter même, sans être titulaire de cette carte, ou est-ce que je suis obligé? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai intérêt à avoir cette carte? Qu'est-ce qu'elle m'offre? Alors, cette carte agricole c'est le prérequis pour avoir accès aux aides agricoles qui sont ensuite fournies par la direction de l'agriculture. Si on n'a pas cette carte agricole, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir son exploitation agricole. Mais dans ce cas, c'est sur ressources propres. D'accord. Sur propres ressources financières. Pour avoir un soutien financier du pays et des aides aussi sur des démarches de vente, de commercialisation pour établir des business plans, tout ça, le pays le propose. Et la personne, si elle n'est pas titulaire de cette carte agricole, ne pourra pas avoir accès à ce dispositif. La Chambre d'agriculture et de pêche lagonaire, parce qu'on va venir après, on va se rapprocher du littoral, et puis prendre la mer. Cette Chambre d'agriculture, est-ce qu'elle dispose de moyens techniques qu'elle peut mettre à disposition des agriculteurs? Si oui, dans quelles conditions? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a pu constater en effet dans certaines de nos îles, où il y avait un manque de moyens agricoles techniques. La Chambre d'agriculture fait l'achat en fait de ces engins, les met à disposition sous convention avec les communes ou avec des associations ou des groupements d'agriculteurs pour que ceux-là puissent bénéficier justement d'engins agricoles pour déployer ensuite toute leur activité au sein même de l'île. C'est la possibilité vers des achats en gros en fait. C'est ce qui est fait notamment pour les semences. C'est la Chambre d'agriculture qui fait l'acquisition des semences et ensuite qui les revend à nos agriculteurs avec des prix bien entendu qui sont compétitifs puisqu'ils ont pu faire des achats groupés. Et juste pour préciser un peu à ceux qui nous regardent, lors de nos déplacements, notamment dans les conseils des ministres délocalisés, souvent des agriculteurs qu'on a rencontrés nous disent « Ah, mais on comprend pas, la DAG refuse de nous envoyer les engins pour tailler le terrain, nettoyer, etc. » Et donc, juste pour rappel, les engins de la DAG ne peuvent intervenir que sur le domaine public, donc sur le domaine du pays. C'est statutaire, c'est la réglementation. Faire autrement, ça peut nous conduire en face, là où il y a les messieurs en robe. C'est illégal. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'un côté la DAG qui intervient sur le domaine public et de l'autre côté, on a la CAPL, entièrement, enfin quasiment entièrement financée par le pays. Il faut le rappeler, c'est une subvention du pays. Bon, les cartes, ça rapporte peut-être un petit peu d'argent parce qu'elles sont payantes. Elles sont payantes. Mais c'est pas avec l'argent des adhérents qui vont pouvoir financer tout ce qu'ils font. La CAPL dispose d'un certain nombre d'engins qui, eux, ont vocation à intervenir sur du terrain privé. Et donc auprès des agriculteurs. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, totalement clore le chapitre terrestre. On n'a pas du tout parlé, et si on le fait pas, on va se faire crucifier, on n'a pas du tout parlé de l'élevage. On a chez nous des éleveurs, plusieurs types d'animaux. On a des ovins, des caprins, des bovins,
donc, c'est quoi la situation de l'élevage chez nous, sachant qu'on n'est pas le Brésil, on n'est même pas Fidji et c'est 18 000 km² de terre, on a très très peu de terre finalement propice à un élevage extensif. Donc, quelle est la situation de l'élevage en Polynésie? Est-ce qu'il y a des lieux qui se prêtent plus à l'élevage que d'autres? Parle-nous un peu de l'élevage. L'autosuffisance, et surtout pour l'élevage des poules pondeuses, où véritablement on est en autosuffisance au niveau des œufs, on n'apporte pas d'œufs, on est une production locale complète. Maintenant, c'est vrai que pour les autres cheptels, bovins, ovins, et puis porcins surtout, parce qu'on est des grands consommateurs de poids, sont à soutenir. Donc, pourquoi? Parce que nos éleveurs sont âgés. Il est important maintenant que la génération suivante prenne le relais. Donc c'est le soutien que l'on a au niveau de la direction de l'agriculture, au niveau de nos éleveurs. C'est également le suivi que l'on a au niveau environnemental. On a déposé de nouvelles lois sur l'épandage des produits résiduels, enfin de tout ce qui sort de nos élevages de porcs, de poules pondeuses, l'utilisation de ces matières organiques comme intrants, comme engrais. Donc c'est la possibilité aussi de ces éleveurs d'avoir des entrées d'argent complémentaires. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est en difficulté. Un secteur qui est en difficulté, pourquoi? Parce que on a l'importation de matières, des aliments. Et en fait, on est dépendant des intrants. Des intrants. On est dépendant en fait de l'alimentation extérieure et donc dépendant finalement des hausses des tarifaires que l'on assiste sur cette importation d'aliments. Aujourd'hui et demain, est-ce qu'il est envisageable que le kilo de porc, de bœuf ou de poulet de chair produit en Polynésie soit, sinon moins cher, au moins au même prix que ce que vont faire des pays qui ont des millions de kilomètres carrés de terres d'élevage, comme le Brésil, l'Argentine et d'autres. Est-ce que quand on raisonne en théorie des avantages comparés, on peut espérer un jour avoir cette équivalence de prix sans soutien, sans subvention du pays de nos produits de l'élevage, ou est-ce qu'à contrario, il faut se dire on n'arrivera jamais à concurrencer les cuisses jumbo qu'on achète en congelé en termes de prix. Je ne parle pas de qualité pour l'instant. Oui, d'accord. Ou est-ce qu'il faut se dire un peu à contrario, on va pas arriver à s'aligner sur le prix. Là où il faut qu'on aille, c'est sur la qualité. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on peut y arriver. On peut y arriver avec deux mesures. D'abord, parce qu'on l'a bien constaté, moi je l'ai bien constaté lorsque j'ai fait mes premiers déplacements à Nuku'hiva, c'est l'amélioration du patrimoine génétique. On a, notamment sur les bovins, on a une diminution des carcasses. Donc c'est sûr que au niveau de la rentabilité, si la taille du veau est moindre que ce qui est normalement espéré, le rendement, la rentabilité est moindre. Donc il y a ce premier aspect à garantir, d'où ça devait se faire l'année dernière, en 2024, en collaboration avec la Nouvelle-Calédonie, importer des taureaux de Nouvelle-Calédonie pour justement redonner un peu de sang frais, de la génétique fraîche à notre cheptel de bovins. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le pâturage. Le pâturage, il est important que ces animaux soient nourris convenablement, justement, pour atteindre un rendement qui permette justement d'avoir cet équilibre financier. Donc c'est ces deux aspects-là qui sont importants de suivre. C'est ce que l'on suit au niveau de la direction de l'agriculture. On va remettre en place l'importation de ces taureaux en Nouvelle-Calédonie. Maintenant que la situation s'est un petit peu assagie. Et également, on a un gros programme sur les Marquises de soutien à nos éleveurs pour qu'ils clôturent
leur espace, de façon à faire ensuite un endroit où ils vont cultiver certaines, par exemple du maïs, parce que ça apporte de la nourriture complète en fait au cheptel, et de pouvoir surtout se protéger leurs vaches, leurs taureaux, des attaques des fois des chiens errants, et d'être sûr qu'ils ne sont pas en divagation, de façon à maintenir un cheptel qui soit sain et qui soit ensuite avec des productions de rentabilité qui, dans les médias, ne sont pas encore au rendez-vous. À la jonction finalement de l'élevage et de l'agriculture, il y a l'alimentation des animaux. Aujourd'hui, tu nous le dis, on importe quasiment 100% Je dirais de l'alimentation. 99%, c'est supplémenté par le... Qu'est-ce qui nous empêche de produire localement les tourteaux pour les bœufs, pour les cochons, les granulés pour les poulets, les pellets pour l'aquaculture? Pourquoi on n'arrive pas à le faire aujourd'hui? Actuellement, c'est vrai que notre agriculture est essentiellement à finalité humaine pour notre alimentation. On a peu encore de surface agricole qui soit dévolue à l'élevage. Et au-delà d'identifier des zones qui seraient dévolues pour l'élevage, il y a également ensuite toute la partie transformation. On peut pas donner comme ça une racine de manioc directement à un animal sans l'avoir auparavant transformé, réduit en farine, et connaître surtout sa composition en fait. Sa composition, les classiques, glucides, protéines, lipides et puis sels minéraux, de façon à donner ensuite à ces animaux un régime équilibré pour être sûr de leur croissance. C'est ce qui dans les médias nous fait défaut. Mais qui n'est pas insurmontable. Alors, il y a un truc, Président, parce que ça c'est dans mes lectures, hein, sur les plantes. Le polynésien utilisé notamment pour les élevages, et ça a été confirmé après par des études chez nos cousins maoris en Nouvelle-Zélande, ils utilisaient le métuapua. Alors, j'essaie de le dire à chaque fois, donc je profite de ce moment avec toi pour également m'en faire écho. Il se trouve que dans cette fougère, le métuapua, il y a des molécules qui augmentent la synthèse protéinée. C'est-à-dire que 1 gramme des molécules qui sont dans le métuapua conduisent à former 1 kilo de muscle sans aller à la salle de sport. Oh ben alors là, tu vas avoir tous nos sportifs qui vont chercher du métuapua. Il faut rappeler que le métuapua, mal dosé, c'est létal. Hein. Ou mal dosé, c'est létal. Enfin, en tout cas, mal dosé, ça peut conduire à aller tout de suite aux toilettes. Mais en fait, les composés qui sont dans les métuapua sont en vente libre. Je sais, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les ecdystéroïdes, donc qui contribuent à augmenter la masse protéinée. Les Polynésiens utilisaient cette plante pour avoir des cheptels de cochons bien costauds. Moi, j'ai lu des articles scientifiques où nos cousins maoris, alors c'est pas le métuapua, mais en tout cas c'est la molécule qui est identique à celle qu'on retrouve dans le métuapua, qu'ils ont utilisé sur des cheptels de moutons, où ils ont donné ça à des moutons avec une alimentation basique. Et ils sont aperçus que non seulement le mouton avait une corpulence plus importante, mais avait une laine beaucoup plus fine et de qualité. Pour moi, c'est le même cas que notre médecine traditionnelle, où on a des plantes qui sont pas reconnues dans la liste de la pharmacopée française, voire européenne. D'où l'importance de la recherche. D'où l'importance de la recherche pour faire reconnaître en fait ces plantes au niveau de leur activité, quelles sont et également les limites d'utilisation de ces plantes, quelles sont les contre-indications qui seraient à suivre en cas de problème de toxicité ou autre. Alors, dernier sujet terrestre, et puis après on prend la mer, le cocotier. On a chez nous donc des cocoteraies qui aujourd'hui servent principalement à faire du copra, également du omoto, donc ce coco juste après le stade nia qu'on utilise pour faire du mitihoué. Et puis, dans une moindre mesure, depuis quelques années, donc le développement de l'huile vierge de coco,
Une partie est utilisée pour faire le monoï, mais quand on examine de manière un peu brute la filière copra, on se rend compte que c'est une filière qui est structurellement déficitaire. C'est pas un constat que nous avons révélé, c'est vrai depuis des dizaines d'années. Le cours mondial du copra est inférieur au prix de rachat que nous proposons aux copraculteurs, même si tous les ans, nos amis copraculteurs viennent demander une augmentation du Penepura, parce qu'aujourd'hui, c'est une des seules activités qui permet de maintenir les populations, notamment dans nos archipels éloignés, mais pas que, puisqu'au Raromatei, on fait encore beaucoup de copra. Nous avons dans notre programme politique la transformation de cette filière copra en filière cocotier. Comment est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'aujourd'hui, on a des cocoteries différentes, suivant qu'on est au Raromatei, au Tuamotu ou aux Marquises. Il y a aussi des cocoteries aux Marquises. On a donc des circuits d'approvisionnement qui sont pas les mêmes. On a des cocotiers qui sont pas forcément les mêmes. Si on veut, sur quelques années, donc opérer cette mutation d'une filière copra structurellement déficitaire à une filière cocotier, un peu à l'instar de ce qu'on voit dans les pays du sud-est asiatique, où on fait aussi bien du bois de construction, du vin de coco, des panneaux d'isolation acoustique, enfin 300 produits dérivés de l'ensemble du cocotier. Nous, on voit, on en fait quoi, 4-5 des produits, et principalement dérivés du coco. Le reste, pas tellement. Donc, comment opérer cette mutation? Est-ce qu'il y a de la formation à faire? Est-ce qu'il y a cette vieille question de la régénération de notre cocoterie? Si oui, comment? Est-ce que c'est une régénération uniforme ou spécialisée? Donne-nous ta vision là-dessus. La nécessité, c'est comme tout être vivant, c'est de donner à manger à ses plantes. Alors, régénération, réhabilitation, les cocotiers existants, notamment dans les Tuamotu, c'est des sols qui sont quand même pauvres, sols coralliens. Donc il y a nécessité de leur donner à manger, c'est-à-dire donner de l'engrais. Pourquoi? Parce que nos copraculteurs, en règle générale, souhaitent avoir une cocoterie assez propre. Et donc pauvre. Et donc pauvre, puisque finalement tout l'apport des NIO, de tout ce qui est débris organiques est enlevé et ne conduit pas à nourrir suffisamment la plante pour qu'elle ait une production importante au niveau de la noix. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, on le sait, pour avoir 1 kg de copra, il faut 5 noix de coco. Dans d'autres pays où la production, le rendement à l'hectare, l'épaisseur de la noix de coco est plus importante, il faut que 3 cocos pour avoir le même kilo de copra. Tu veux dire de la chair? De la chair, pas de la chair. Ouais. Oui, pardon, de la chair. Donc ça veut dire qu'en effet, il faut donner à manger. Il est important de nourrir ces plantes pour qu'elles puissent produire de façon suffisante. Ça, c'est pour la partie copra. On a en effet plusieurs unités et des sociétés dans nos îles qui font de l'huile de coco vierge, qui est notre façon de valoriser cette chair de coco, qui conduit à un produit à haute valeur ajoutée, dans le secteur notamment de la cosmétique. Je pense que c'est ce secteur-là sur lequel on doit se diriger, et non pas sur le secteur de l'alimentation, parce que on ne se retrouve pas du tout compétitif par rapport aux huiles végétales classiques. Après, pour ce qui est des autres filières de valorisation, moi je souhaiterais en fait soutenir ces filières que nous avons localement. C'est celle du Mitihari, du Mitihui, qui là encore nécessite au niveau variétal de nos cocotiers pas du tout les mêmes cocos. C'est plus de nos grands cocotiers que l'on a, le grand dranguirois que l'on a dans beaucoup de nos îles, où on attend que le cocotier sèche et tombe par terre. Là, il faut des cocotiers
nains hybrides qui sont pas trop hauts pour aller chercher justement ce coco moto. Il faut pas qu'il ait, il faut qu'il y ait un minimum d'impact lorsqu'il est cueilli pour pas justement avoir une dégradation importante du produit. Ça, c'est pour soutenir notre filière locale, ce que l'on connaît. En effet, c'est 4-5 valorisations que l'on a actuellement. Mais au-delà de ces produits phares que l'on consomme habituellement, le cocotier, c'est également cet apport en bourre de coco. La bourre de coco est un substrat très très important dans l'agriculture, aussi bien pour nos maraîchers que pour nos viniculteurs. Donc là, c'est cette organisation sur laquelle on travaille au sein de l'huilerie de Tahiti. Parce qu'il y a encore il y a eu des essais justement. Ils ont commercialisé de la bourre de coco il y a plus de 5-6 ans à l'huilerie de Tahiti, mais ça n'avait pas pris. Les gens n'étaient pas encore peut-être suffisamment informés de l'intérêt de cette matière première en substrat de culture. Donc on va remettre en place cette filière pour pouvoir mettre à disposition justement de nos agriculteurs un substrat intéressant, parce que la bourre de coco est un produit qui est riche en potassium. Dans l'agriculture, lorsqu'on donne des engrais, il y a 3 lettres qui reviennent tout le temps, c'est le N, le P et le K. Le N pour l'azote, le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Et justement, les bourres de coco sont très riches en potassium. Ce composé, cet élément chimique, induit justement la floraison. Et donc, c'est important en effet dans le secteur de l'horticulture. Ouais, moi, je me souviens de ma mamie cultiver des anthuriums. Et c'était sur de la bourre de coco. La bourre de coco. C'était sur la bourre de coco. L'anthurium, c'est pas tellement éloigné de la vanille finalement. Tout à fait. C'est tout à fait. Et toutes les orchidées. Mémé, elle avait ses bourres de coco sur un fer-tort et sur lesquelles elle faisait pousser ensuite ses orchidées. Et ensuite, il y a un autre élément important, toujours dans cette noix, c'est la coque. Non, je regardais pas. Oh, pardon. Oui, à une époque, il y avait des boutons. À l'époque, on avait des boutons en noix de coco. Nos groupes de danse, également, utilisent la noix de coco pour préparer leurs costumes. Et je sais que le charbon qui peut être tiré de la noix de coco, donc c'est ce qu'on appelle le charbon actif, qui est utilisé notamment pour la filtration des eaux, est un charbon de très très haute qualité. Donc c'est cette matière première qui, dans les médias, reste dans nos îles, qui doit être rapatriée, à mon sens, sur Tahiti, pour ensuite être mise à disposition de filières qui vont s'organiser pour cette transformation au bénéfice soit des agriculteurs, soit des artisans, soit de la fabrication de linge, de produits, de boutons ou autres. Après, pour ce qui est de l'organisation de la filière en tant que telle, je me souviens que... je me souviens, c'est encore le cas, il me semble qu'il y a une obligation, notamment pour les hôtels qui construisent des bungalows sur pilotis, d'utiliser des matières premières locales pour la couverture de leur toiture. C'est notamment le cas du Rauburu, du Pandanus, où l'île de Mayo fournit les hôtels pour les toitures sur les bungalows. Le Niau, et au même titre que le Pandanus, était un produit, le matériau que nous utilisons pour nos toitures. Après, c'est les règles urbanistiques, le code de l'urbanisme qui fait que ça peut prendre rapidement feu. Donc, mais je suis persuadé que là encore, c'est cette partie recherche-innovation que j'aimerais se collaborer, des interventions, en tout cas un dialogue entre ce secteur de la recherche-innovation et ce secteur de la culture pour développer justement nos produits qui sont autour de nous au bénéfice de la construction de l'habitat. Tu as souvent évoqué aussi l'utilisation du bambou dans la construction, l'utilisation directe de nos produits, de nos ressources naturelles au bénéfice du développement anthropique, que ça soit aussi bien alimentaire que vestimentaire qu'au niveau de l'habitat. C'est cette réflexion globale que l'on a à avoir en prenant exemple sur des réalisations déjà concrètes dans d'autres pays.
C'est pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre. On va se rapprocher de l'océan. Donc on va partir vers la pêche côtière, l'aquaculture et ensuite la pêche hauturière. Et tout ça un peu sur fond de ce qui a été annoncé en juin à l'UNOC. Donc cette mise en place des aires marines protégées, l'intégralité de notre ZEE, donc en aires marines protégées de classe 6, et 1 100 000 km² à peu près d'aires marines protégées classe 1 et 2, avec notamment les zones côtières où on a défini des rayons de 15 000 nautiques dans certains archipels, un peu plus dans d'autres. Quel est aujourd'hui, on a des pêcheurs côtiers. Enfin, d'abord, on va dire ce que j'appelle le pêcheur du dimanche, hein, celui qui aime pêcher, mais qui fait pas ça pour le business, ou parfois, quand il fait une pêche un peu extraordinaire, il appelle les copains, puis quand c'est vraiment trop extraordinaire, il peut en vendre un peu en bord de route. Mais ça, c'est occasionnel. On a des pêcheurs côtiers qui sont inscrits justement à la CAPL, hein, qui ont leur carte donc, de pêcheurs lagonaires ou côtiers. Et on a ensuite la pêche hauturière, avec à peu près 82 tonniers aujourd'hui en activité. Comment est-ce que tout ça s'organise, s'équilibre? Parce qu'on le voit dans les discussions qu'on a avec eux. Il y a souvent, je ne veux pas dire des conflits d'usage, mais il y a une forme de compétition à la frontière entre la côte et la haute mer, avec les côtiers qui nous disent il faut repousser les tonniers le plus loin possible des côtes, parce que sinon nous on n'a plus de poissons et ils viennent pêcher nos parous, enfin bon bref. D'abord, quel est l'état de notre pêche aujourd'hui? Est-ce qu'on est proche de l'autosuffisance pour le secteur de la pêche et quelles sont les perspectives globales? Ah oui, pour le secteur de la pêche, on est en autosuffisance. Ça, c'est sûr, c'est clair. À tel point que l'on exporte des thons sur la côte, enfin, en Amérique, aux États-Unis et en métropole en France et en Europe. Maintenant, pour revenir justement à ces différents secteurs d'activité, la pêche lagonaire, donc elle est en autoconsommation ou consommation, enfin vente au marché papeté. On le voit bien sur les bords de route, hein, tous nos poissons lagonaires, pour la plupart, je dirais plus de 90%, viennent quand même de nos atolls, hein, principalement Arutwa, Kaukura, Pataki, Anguillois. Dans l'immédiat, moi, la réflexion que j'ai, c'est que on insiste quand même, hein, lorsque tu vas sur certains marchés, lorsque tu achètes des poissons au bord de route, tu peux remarquer que la taille des poissons, elle est quand même des fois très très faible. Or, je parle des poissons lagonaires. Je parle des poissons lagonaires. Hein, je parle des poissons lagonaires. Et donc, actuellement, la direction des ressources marines mène une étude sur l'atoll de Arutwa, en collaboration justement avec nos pêcheurs lagonaires qui ont des pièges à poissons, pour faire un suivi des tailles de poissons. Surtout pour mettre en place une réglementation qui vise à laisser les poissons jusqu'à une certaine taille, jusqu'à ce qu'ils aient eu le temps de se reproduire. Parce que bien entendu, si on capture des poissons qui n'ont pas encore eu la possibilité de faire des bébés, ça veut dire que dans 5-6 ans, il va manquer une génération. Va manquer une génération. Et donc on va avoir notre biodiversité qui va diminuer. Et surtout, on a tout un panel en fait de goûts, hein, dans nos poissons lagonaires. Ça serait dommage de ne plus pouvoir manger de matanana, de perroquet, parce qu'on n'a pas pris soin de limiter la capture en fonction de la taille de poisson. Ça passe par les mécanismes de type Rahui. Ça passe par les mécanismes qui existent déjà pour certaines espèces, les fruits de mer notamment. Est-ce qu'il faut l'étendre aux poissons, à certains poissons
estime un peu en danger de surpêche. Est-ce que c'est ça le plan? C'est ça le plan. C'est ça le plan. Il y a des espèces de poissons qui, dans certains atolls, pardon, ont tendance à disparaître, à s'appauvrir. Donc, il va être important de pouvoir réglementer cela. Pour ce qui est de la pêche côtière et de la pêche hauturière, la tendance a été plutôt à opposer, en fait, je pense, les pêcheurs côtiers des pêcheurs hauturiers. Or, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que on se rend compte finalement que notre pêche, que ce soit côtière ou hauturière, est respectueuse de l'environnement. On n'a pas de bateaux de pêche, des seineurs qui, d'un coup de filet, ramènent plus de 10 000 tonnes de thon dans leur cale. Notre production annuelle est d'environ 8 000 tonnes de thonidés, d'espadons. Un seineur, c'est 10 000 tonnes d'un coup. On a une pêche respectueuse, donc c'est pas nos pêcheurs qui ont un impact négatif sur nos stocks de thon. D'ailleurs, les commissions le montrent. On est à 0,2% d'effort de pêche au niveau mondial. Non, si on a un combat à mener, c'est celui de l'extérieur. C'est ce que le combat qu'on a mené, que tu as mené lorsqu'on a fait notre déplacement à l'UNOC, de dire les pêcheries industrielles impactent fortement sur ces espèces pélagiques, mais plus encore, c'est pas ces techniques de pêche, c'est également les DCP, dispositifs de concentration de poissons dérivants, c'est-à-dire ces radeaux flottants avec des filets dessous qui reproduisent en fait ce que l'on connaît avec les bois, une chaîne trophique avec les petits atas et ensuite les opérous, les atourés qui viennent, et ensuite on a les bonites et les thons qui viennent s'agglomérer dessus, s'agglutiner. Donc ça c'est reproduit par ces seineurs. Ils en jettent plus de 700-800 par unité dans nos eaux, enfin dans les eaux internationales, mais beaucoup dérivent ensuite et arrivent dans notre ZE et ont tendance à finalement à morceler, à séparer ces grands bancs. Et au final, pour notre pêche locale, ça a un impact négatif parce que ces grands bancs se sont dispersés. On s'aperçoit que sur nos pêcheurs hauturiers qui ont des palanques de plus de 60 km, ils ont plus de 3000 hameçons qu'ils lancent dans l'eau. S'ils ont 40 pièces qu'ils remontent par long-line, sur une ligne, sur 3000 hameçons, 40 pièces, ils sont contents. Ils sont contents. Les prises qui sont faites par nos bateaux hauturiers sont respectueux de l'environnement, mais c'est pas cela qui impacte en fait sur les stocks de thon. Et ce que peut ensuite mettre en écho en avant nos pêcheurs côtiers sur le fait que nos pêcheurs hauturiers ils pêchent trop, ils appauvrissent nos stocks de thon. C'est pas exact, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les bancs de bonites et de thon ont plutôt tendance à se morceler, donc c'est beaucoup plus difficile de tomber sur un grand toupeg, des grands bancs que ce qu'on l'on observait auparavant. Mais c'est pas de notre fait de nos pêcheurs. Ça, nous subissons en fait la pêche internationale, les agissements globaux de ces pêcheries internationales. Je discutais il y a quelques mois quand ils étaient là avec Nainoa Thompson, donc capitaine de Hokulea, et qui me disait que sur le chemin donc Te Alai Kahiki, donc le chemin qui nous relie à Hawaï, lui ça fait ça fait plusieurs fois qu'il prend ce chemin sur Hokulea, et il nous disait, à l'époque, on voyait, ce qu'on ne voit plus, c'est les bancs d'oiseaux géants qu'il y avait avant. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que maintenant, les bancs de poissons étant morcelés, on n'a plus ces grands bancs d'oiseaux, on a des oiseaux au-dessus de chacun de ces bancs de poissons morcelés, et donc rappeler à nos pêcheurs côtiers, rappeler à l'ensemble de nos acteurs de la pêche que l'adversaire, il est en dehors de notre ZE, pas à l'intérieur. Maintenant, quand je suis pêcheur côtier, de quelles aides je peux disposer de la part du pays? Alors moi, je veux faire juste de la pêche vraiment à tatrail, dans le lagon. J'ai besoin d'un kawalu, j'ai besoin
choses comme ça, de canne à pêche, matériel de sécurité, c'est important. Oui. Ou alors je pars un peu plus loin, j'ai un potimarara, hein, c'est l'embarcation type. De quelles aides je peux disposer de la part du pays, soit directement, soit au travers de la CAPL, comment ça se passe? Il y a deux types d'aides. D'abord une aide à la formation. Une aide à la formation qui est dispensée par le Centre des métiers de la mer, le CMMPF, qui est maintenant à Aroué, qui donc forme à l'obtention de ces brevets de capitaine de pêche lagonaire, capitaine de pêche pour le transport de matériel, et également ensuite les brevets pour être d'avoir son potimarara, son bonitier, et ensuite de classe plus élevée pour les aide tonniers, à la formation. Aide à la formation. Après, il y a une autre soutien qui est cette fois-ci proposé par la direction des ressources marines. Donc c'est pour l'achat d'embarcations avec les moteurs. Et également pour la rénovation. Alors, c'est ce qu'on a mis en place, c'est ce que tu as mis en place lorsqu'on est venu à la gouvernance de ce pays, où j'avais été contacté par des propriétaires de petits repos, de bonitiers. Ils me faisaient remarquer qu'autant il y avait un soutien pour la rénovation des potimarara, notamment sur les moteurs, sur les embases, mais il n'y avait pas de soutien pour les bonitiers. Donc maintenant, on a mis en place un soutien pour la rénovation des coques de bonitiers, parce que ça fait partie de notre patrimoine. Chez nous a été inventé le manche à balai pour diriger les potimarara. La structure des bonitiers vient de chez nous, donc il est important de perpétuer en fait cette tradition et ce mode de pêche. Donc on aide à l'acquisition ou à la rénovation. D'abord la formation, acquisition, rénovation. Tout à fait. Et si je dois acheter des cannes, des moulinets, je pose la question. Oui. Hein. Non, par contre, ça c'est pas pris en charge. Ça c'est pas pris en charge pour les moulinets, tout à fait. Donc, bon, pour la pêche hauturière, la filière de distribution, elle est bien structurée. Il y a également un soutien qui est important, c'est le soutien à l'hydrocarbure. Oui, le gazole détaxé. Gazole détaxé, gazole et ou essence détaxé au bénéfice de nos pêcheurs côtiers et de nos navires hauturiers. Filière de distribution. Pour la pêche hauturière, ils sont assez structurés. Bon, même si on n'a pas réellement de criers comme on en connaît dans d'autres pays, au Japon, on voit ces gens qui s'excitent pour vendre un thon à 3 millions de dollars. Mais la filière est relativement structurée pour la pêche hauturière. Pour la pêche côtière, ça se passe comment? C'est chaque individu dans son coin qui a son circuit Facebook, les copains, les gens que je connais, ou alors on essaye de structurer ça au travers de coopératives, d'associations. Comment ça se passe? Alors, parce que moi j'ai le modèle de la coopérative de pêche d'Aroué. C'est un très très beau modèle. C'est un très très beau modèle. Moi c'est le modèle que j'aurais tendance à promouvoir. Enfin pas tendance, que je souhaite promouvoir, parce que c'est une belle organisation, cette coopérative des pêcheurs de Aroué, où ils s'organisent aussi bien pour centraliser leur production, enfin leur capture, qu'ensuite pour le détailler, le mettre en vente directement sur et puis la fourniture de glace. Et la fourniture de glace. Donc il faut savoir que nous on aide à la mise en place de machines à glace, mais uniquement si c'est géré par une coopérative. Par une coopérative, tout à fait. Ça fonctionne tellement bien qu'ils ont pu faire l'acquisition d'une deuxième machine à glace sur fonds propres. Ah oui. On a initié le mouvement et finalement ils ont développé ensuite leur activité. C'est ce modèle en fait qui est à promouvoir. Après, franchement, ça dépend des coopératives. Ça dépend des coopératives, ça dépend de nos pêcheurs. Il y en a certains qui préfèrent vendre au bord de route parce qu'ils ont déjà leur réseau, ils sont déjà connus en fait des consommateurs. Ils savent que un tel, c'est à telle heure qu'il va revenir de la pêche, donc je sais que j'aurai mon poisson frais. Il y en a également qui, pour écouler leur production, appellent directement nos hauturiers parce qu'ils savent qu'ils sont en recherche notamment de thon rouge. Ils ont eu un beau Yavé là. Je dis waouh, celui-là, je suis sûr que le mareyeur là-bas, il va être intéressé, il va me le racheter à un bon prix. Et plutôt que de passer du temps au bord de route à attendre le client, je lui livre directement. J'ai 2 ou 3 pêcheurs qui connaissent ma passion pour le uravena. Alors c'est un poisson à consommer avec modération et précaution, mais qui est tellement merveilleux. Et donc à chaque fois qu'ils en ont, hop,
j'ai un petit coup de fil, j'ai un ourabénin. La pêche, autosuffisance, Oui. un potentiel malgré tout de développement, une attention à avoir par rapport aux pratiques qui se font en dehors de notre ZEE et qui ont un impact à l'intérieur de notre ZEE. Et oui, et c'est là où il y a pour moi un retour, cette association, cette collaboration entre une activité économique et la recherche. Tu sais aussi bien que moi, l'Institut Malardé a travaillé énormément sur la ciguatera. La ciguatera qui impacte nos poissons lagonaires. On connaît maintenant le principe causal. L'Institut Malardé a mis en place un réseau d'alerte sur ce qu'on appelle les blue algos, c'est-à-dire lorsqu'il y a production énorme de cette microalgue qui conduit à la ciguatera. Il y a maintenant ce réseau de surveillance. On connaît à peu près, hein, on a une cartographie, en tout cas de nos îles, quels sont les points qui sont sujets à ciguatera. On sait également dans nos pièges à poissons, dans nos parcs à poissons, en fonction de la localisation dans la passe, quelle variété, quelle espèce de poisson va être pris. Bon, il y a des parcs à poissons qui prennent essentiellement du perroquet, d'autres c'est plus les rougets, etc. Et on sait que plus un poisson est âgé, plus il a la potentialité d'avoir accumulé la ciguatoxine et donc d'être terreau. Toutes les techniques en fait de détermination de la ciguatoxicité ou pas d'un poisson sont connues. Alors c'est quoi l'idée? Parce que le poisson, lui, il n'est pas au courant de tout ça. Hein. Il a juste besoin de manger, donc il mange des algues, elles sont remplies de cette toxine. En fonction de la lune, j'en sais rien, de si c'est sur une zone où il y avait une extraction de soupe de corail à une époque, enfin bon bref. Donc le poisson, lui, il est entre guillemets porteur sain, ça ne l'affecte pas. Ça ne l'affecte pas. Donc il continue de manger, tranquille. On va pas pouvoir l'empêcher de manger ça. Non. Hein, même si on met des panneaux, complètement. nos amis perroquets, ils vont pas les lire. Donc les poissons vont continuer d'être intoxiqués, porteurs sains de cette ciguatoxine. Ensuite, ces poissons, ils sont capturés par nos pêcheurs. L'idée, c'est quoi? C'est de leur fournir des moyens de tester le poisson et éventuellement de le relâcher s'il est trop intoxiqué, ou est-ce que ce contrôle se fait en aval, au niveau de la distribution? Maintenant, moi, si je suis commerçant, que j'ai acheté 1 tonne de poissons lagonaires et qu'au final, je me retrouve avec 200 kilos parce qu'il y en a 800 qui sont empoisonnés, j'ai un peu l'impression de m'être fait flouer. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça? Ou alors, est-ce que l'idée, c'est de dire, mais non, vous inquiétez pas, vous allez manger du poisson porteur de ciguatoxine et on va vous donner une petite pilule qui va finalement vous faire en sorte que vous ne serez pas du tout malade. Parce que on a dans notre pharmacopée certains Rauzeiti qui viennent finalement te permettre de ne pas trop souffrir et de guérir entre guillemets d'une intoxication à la ciguatera. On sait quelles sont les îles où la prolifération de cette microalgue, qui est le Gamberdiscus toxicus, certaines îles qui sont indemnes, notamment certaines passes, certains lagons. On sait également que plus un poisson, en fonction des espèces déjà, en fonction de leur régime alimentaire, elles vont ou pas être impactées par la ciguatera. Exemple, en règle générale, les rougets qui mangent des crevettes, des petites crevettes, des petits poissons, n'ont pas un régime alimentaire qui va être d'herbivore, ils ne vont pas manger d'algues. Donc du coup, ils vont pas se retrouver avec une contamination potentielle à la ciguatera. Donc il y a des espèces, a priori, elles devraient être indemnes de ciguatera. A priori, ça dépend, il y a quand même des îles où l'impact de la ciguatera est tel que même des espèces qui sont normalement indemnes se retrouvent non consommables, ou en tout cas à faire attention. Après, on a un autre élément que l'on connaît, donc c'est en fonction de la taille, de l'âge du poisson. Plus il est âgé, plus potentiellement, si dans l'île, il y a l'agent causal, la microalgue responsable de la ciguatera, mais en effet, l'autonou par exemple, ou la carangue, ou le perroquet,
S'il est âgé, s'il est gros, peut-être. Mais alors, moi, pêcheur, je me retrouve coincé entre, d'un côté, la petite affiche sur le Raoui qui me dit ne pêche pas le poisson en dessous de telle taille, et puis cette information que tu me donnes, où finalement, plus mon poisson sera gros, plus il a de chances d'être intoxiqué. Oui, c'est vrai. Parce que là, je vais dire, du coup, je vais pêcher des petits, comme ça, ils seront moins intoxiqués. C'est vrai, mais en fait, moi, je sais que nos pêcheurs, ils savent en fait quels sont les endroits impactés par la ciguatera de ceux qui sont indemnes. Ils le savent rapidement. Hein. On a des espèces où, pour la même espèce, parfois c'est intoxiqué, parfois ça l'est pas. Je prends l'exemple du meito. Chez nous, au Ragumatin, on dit toujours le meito horo, c'est pas intoxiqué, mais par contre... Oui, je me rappelle d'une étude qui a été faite par l'Institut Malardé sur la passe de Papara en face du golfe d'Atemono. Le côté gauche de la passe, tous les métaux, les marois sont toxiques. Le côté droit, ils sont indemnes. En fait, les poissons sont très sédentaires. Ils restent sur leur pâté corallien. Donc l'idée c'est quoi ici? C'est d'avoir une cartographie? C'est ça. L'idée c'est d'avoir une cartographie des zones qui sont indemnes, la ciguatera. Ensuite, on sait que pour une commercialisation, nous on est habitué à acheter notre poisson au bord de route, sur un touillis. Ça ne nous dérange pas, au contraire, parce qu'on regarde l'état de santé du poisson en regardant la couleur des ouïes et puis la fraîcheur de l'œil. Par contre, pour la ménagère, pour les cantines scolaires, acheter du poisson au bord de route, c'est pas l'idée. Donc l'idée, ça serait d'identifier des zones qui sont indemnes de la ciguatera. On sait que ensuite le foie est l'organe qui concentre tout. Et si on veut commercialiser du poisson au bénéfice donc des foyers et de la restauration, c'est commercialiser du poisson en filet. Donc ce qui automatiquement nécessite de vider le poisson. À ce moment-là, on récupère le foie. On le teste. On le teste. S'il n'y a pas de toxine dans le foie, automatiquement, il n'y a pas de toxine. Mais alors, est-ce que ce test, il est fait là instantanément? J'ai une languette, je la passe sur le foie, oh, elle est rouge, du coup c'est pas bon. Ou est-ce qu'il faut faire un prélèvement, l'envoyer à l'ILM? Et j'ai déjà mangé mon poisson, le temps que ton test il revienne. Comment ça se passe? C'est en effet l'élaboration d'un stick test, ce qui a été mis en avant depuis. Ça n'existe pas. C'est difficile à réaliser. Ça existe, les Hawaïens ont sorti dans les années 92, 93 un test bandelette sur la ciguatera. Je me souviens parce que je faisais mes armes de chercheur pour commencer ma thèse à l'Institut Malardé, et je sais qu'à l'époque l'équipe était allée au marché de Papeete chercher des bonites, des poissons non ciguatoxiques dont on sait, et ils avaient des réserves de poissons ciguatoxiques dans leur frigo. Ils ont fait des tests à l'aveugle, et en fait ces tests ont montré qu'ils obtenaient aussi bien des faux positifs que des faux négatifs. Une fiabilité. Une fiabilité qui n'était pas importante, donc du coup ça a été abandonné. À l'heure actuelle, l'élaboration, la mise en place de ce test bandelette se révèle un peu de l'utopie. C'est véritablement des tests qui sont réalisés en laboratoire. Mais maintenant, l'Institut Malardé dispose de tous ces panels de tests qui sont des tests aussi bien biochimiques que des tests chimiques, pour lesquels les résultats peuvent être obtenus dans les 24 heures. Donc ça voudrait dire que je reçois mon stock de filets, il y a eu des prélèvements sur les foies. Les foies. Et j'attends 24 heures avant d'avoir la certitude que mon lot est indemne des ciguatera. C'est ça. Donc ça peut être mis en place. Ça peut être mis en place. Okay. Ça permettrait d'avoir plus de poissons de lagon dans notre restauration scolaire, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Donc c'est une belle perspective. Alors, on clôt le chapitre pêche. On va parler d'aquaculture. Aquaculture, on va en parler rapidement, mais de manière complète. L'aquaculture chez nous, ça a commencé par ce qui s'appelait à l'époque le SNECSO. Oui, le SNECSO. Donc, a fait des études sur les crevettes. Les crevettes. Au final, ces études ont plus profité à la Nouvelle-Calédonie qu'à nous, puisque la filière là-bas est très développée. Mais on a, malgré tout, des élevages de crevettes en pleine terre chez nous, comme on a un peu d'élevage en pleine mer, même si
même si il y a les vols qui ont eu lieu, tout ça ont un peu découragé certains acteurs, mais ça existe encore. Ensuite, on a eu la pisciculture, avec notamment le para. Avant, c'était le loup même. Ah oui. Le Baramundi, là. Le Baramundi, maintenant le Paraha. Des études sur d'autres espèces, oui, toujours cette question, aussi bien pour les crevettes que pour les poissons, des intrants. Donc comment est-ce qu'on les nourrit? Est-ce qu'on achète ces granulés made in Bretagne, ou est-ce qu'on arrive un jour à faire nos granulés made in Papara ou que sais-je? Se pose la question de l'impact sur l'environnement, des déjections, enfin des rejets de cette aquaculture. Se pose aussi la question de comment est-ce qu'on maintient ces poissons en bon état de santé. On l'a vu, certains scandales qui ont eu lieu notamment dans l'industrie aquacole du saumon, en Norvège ou ailleurs, où des poissons bourrés d'antibio, pas forcément très bons pour l'être humain qui le consomme à la fin. Donc quelle est l'idée pour notre aquaculture? On a une aquaculture un peu innovante, c'est celle qui est pratiquée par notre ami Auguste Bluck, avec sa roriculture, il faut qu'il dépose le terme, je crois, qui est pas à destination de consommation humaine, mais qui est justement à des fins de nutraceutique, de cosmétique, pharmaceutique, avec un potentiel réel. Puis on a ce type d'aquaculture qu'on appelle aquaculture multitrophique, qui consiste un peu à combiner tout ça. C'est ça. Donc vas-y, parle-nous d'aquaculture et quels sont les développements prévus sur ce domaine, avec notamment la zone biomarine de Faratea. Oui. J'aurais tendance à dire il y a quand même deux grands domaines, c'est par rapport, comme tu le dis, l'alimentation. On a aussi bien des espèces et du coup, j'ai oublié l'algoculture. Oui, mais voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de nourrir. Tout à fait, c'est ça. Pour moi, je distinguerais en fait l'aquaculture en deux domaines. Le domaine où on a nécessité justement de nourrir l'organisme. Donc c'est le cas de la pisciculture, c'est le cas en effet de la crevetticulture, où on est au final lié par l'importation. Tu l'as vu, on a fait l'inauguration il y a 2 ans du Biovator, qui est la récupération de déchets et la production hauturière pour en faire un intrant organique. Donc c'est pour l'agriculture. Moi, j'ai sollicité en fait les porteurs de projets pour leur dire plutôt que de rajouter des copeaux de bois ensuite pour avoir un engrais agricole, pourquoi tu ne mettrais en fait rien, ferais de la farine de poisson et la transformerait en pellets au bénéfice justement de nos crevetticulteurs et les éleveurs de Parahapiwe. Donc c'est la réflexion qui a été engagée. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur le sujet pour encore plus diminuer le nombre de carcasses qu'on jette en fait qui viennent de notre port de pêche à l'extérieur, et pour le rentabiliser, en tout cas donner une plus-value, une autre vie à ces déchets de poissons, à ces têtes de thon, etc. Pour ce qui est des maladies que l'on observe sur le Parahapiwe, je sais qu'il y a un énorme travail qui est fait en collaboration donc avec nos équipes de recherche de la direction des ressources marines, l'IFREMER et l'université, sur des intrants locaux. En fait, je sais qu'il y a eu différents essais sur l'utilisation de nos ressources végétales, notamment l'hibiscus sabdarifa. Ça, c'est un hibiscus rouge dont on utilise pour faire des boissons. Cette couleur rouge veut dire qu'on a beaucoup de composés antioxydants qui permettent de se prévenir, de doper le système immunitaire, de se prévenir des infections. Donc c'est ces essais en fait qui sont réalisés sur les Parahapiwe, mais lorsqu'ils sont bébés en fait. C'est surtout le stade, les débuts du stade de l'écloserie, d'élevage de ces poissons, où ils sont le plus sensibles en fait aux attaques extérieures. Une fois qu'ils sont grands, on observe moins de parasitisme. Et donc, je distinguerais moi cette aquaculture où on a nécessité de donner à manger, d'avoir de l'alimentation. De cette autre aquaculture, donc, tu le citais des roris, l'algoculture, mais on a également les pahua, qui sont des animaux qui sont autotrophes. Alors, les pahua, chez nous, ils sont
cultivés, enfin élevés, pardon, mais pas pour l'alimentation. Dans l'immédiat. Pour l'instant. Dans l'immédiat, pour l'instant. Pour l'instant, ils sont destinés à l'aquariophilie. Exact. Avec des prix de vente aux parois qui moi m'ont sidéré. On m'a cité des parois. Alors c'est en fonction des couleurs. C'est parfois un paroi vendu à $200. C'est ça. Bon, si on devait le manger, du coup, on le mangerait par petits bouts. Ils sont tout petits en plus. Oui, c'est ça. Ils sont tout petits. En effet, actuellement, c'est essentiellement les parois pour l'aquariophilie, mais le gérant de la société travaille maintenant sur le paroi pour la consommation. Et ce sont des animaux, en fait, qui ne nécessitent pas d'apport alimentaire. Ils s'autosuffisent. Donc ça, c'est véritablement un développement aquacole qui est très intéressant et qui justement va être intégré dans le développement, comme tu disais, de la zone de Waratea, avec cette aquaculture multitrophique où on aura des bassins d'élevage des crevettes, donc qui vont générer des déchets, des fesses, et ces produits organiques seront ensuite peuvent finalement être utilisés pour les organismes filtreurs tels que les parois, tels que les roris, parce qu'ils ont besoin finalement de matière organique pour se développer. Et c'est ça l'aquaculture multitrophique, c'est qu'on utilise plusieurs organismes pour faire en sorte que l'impact ensuite environnemental soit le plus faible possible. Alors si on veut développer non pas ce qui était envisagé à une époque avec le projet que moi je considère complètement utopique de ferme géante aquacole à Hao avec des milliers de cages dans le lagon de Hao. Mais si on veut développer une aquaculture raisonnée, accessible, on va dire, à nos familles, dans les îles, dans les archipels, quelle est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une filière? Est-ce qu'elle est toujours en structuration? Parce que l'aquaculture, c'est pas forcément très simple. Le modèle qui est proposé par Auguste Bulluck pour la roriculture me paraît beaucoup plus facile à déployer, puisque si j'ai bien compris, il y a trois parties. Il y a la partie écloserie, très technique, où là il faut en gros bac plus 12, je caricature. Ensuite les juvéniles, eux, sont fournis à des roriculteurs qui font le grossissement, donc qui gèrent des parcs. Vu le mode de déplacement du rori, il faut surtout surveiller les oiri et les crabes qui viennent à l'intérieur. Mais c'est pas, voilà, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 12. Donc on peut le déployer dans nos archipels. Ça peut venir compléter le copra, par exemple. En fin de chaîne, une fois que ces roris ont atteint une taille suffisante, ils les rachètent, et là c'est la transformation, un nouveau bac plus 12, puisque beaucoup de chimie, machin, pour extraire des molécules, faire des gélules. Mais au moins, pour celui qui est au milieu, là, celui qui fait le grossissement, c'est pas compliqué. C'est ça. Mais est-ce que ce schéma-là, on le retrouve pas forcément quand on fait de la pisciculture, par exemple? Non, non. Quand on fait de la pisciculture, c'est vrai que les juvéniles sont fournis par notre établissement, par la direction des ressources marines, par la zone d'élevage en fait qu'on a à Veirao. Et ensuite, les partenaires font du grossissement et s'occupent ensuite de la commercialisation de la vente. Pour la roriculture, en effet, le procédé est différent, mais il a pour moi l'avantage, surtout pour nos habitants dans nos îles, comme tu le dis très justement, de ne pas avoir nécessité d'une formation à bac plus 12. Gestion en fait de ton parc, prendre la taille, prendre le poids et à la portée de tout le monde, quoi, de dénombrer, de savoir si tu as toujours bien tes 50 roris dans ton parc, quand on n'a pas un qui a été mangé, qui suivent bien la courbe de grossissement. Ça, tout le monde est à même de le suivre, de l'évaluer. C'est également une façon de se réapproprier notre patrimoine environnemental. C'est vrai que si je me lève tous les matins à 4h30, 5h, parce que je pense aux agriculteurs, aux pêcheurs qui se lèvent tôt le matin pour aller dans leur papou pour préparer leur bateau. Ils ont l'un des plus beaux bureaux de travail au monde. Sont les vallées, sont les champs, c'est la mer. Mais
en effet, il est important de leur donner des pistes de valorisation et que ça soit le plus sécuritaire possible. C'est des métiers durs. Hein. C'est des métiers durs, c'est des métiers très durs. Ah. Des métiers très durs. Ils doivent affronter les conditions climatiques, peu importe le temps. Tu dois sortir. Alors que ce soit l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, tout ça produit des effets sur le dernier domaine dont tu t'occupes, l'environnement. Comment est-ce qu'on arrive à concilier une activité agricole, terrestre, une activité aquacole, une activité de pêche avec le respect de l'environnement? Et sur cette question de l'environnement, il y a aussi, c'est beaucoup plus vaste, puisque n'importe quel projet de développement, même quand on fait sa maison individuelle, ça se pose des questions environnementales, quel type d'assainissement collectif, individuel, l'impact des terrassements. Donc tu as un service qui est sous ta tutelle directe, donc la DIREN, la direction de l'environnement. Quelle est toi ta vision de ce domaine qui est l'environnement? Quand tu m'as proposé de m'as donné le choix, hein, et je te remercie de m'avoir proposé ce portefeuille. Parce que je pense que à l'heure actuelle, notre connaissance, à l'heure actuelle du développement de notre planète Terre, si on ne se préoccupe pas de notre environnement, tout en développant une agriculture respectueuse, mais il nous manque un procédé de réflexion. C'est vrai que c'est pas facile. Ça, je le reconnais. Comme tu le dis si bien, j'ai la cause animale, mais à côté de ça, j'ai l'abattoir de Papara, qui sont finalement diamétralement opposés. Quoique, c'est également, finalement, prendre conscience de la nécessité du mieux-être animal. Si on a notre abattoir, on ne doit pas non plus faire tout et n'importe quoi. On doit considérer le bien-être animal, et bien entendu, de celui de nos agents. Mais c'est d'aller dans un développement de notre société tout en donnant des garde-fous pour protéger au mieux notre environnement. Pas au maximum, mais au mieux notre environnement. Pour faire en sorte que lorsqu'on a un développement anthropique, une construction d'un bâtiment, on puisse se planter sur une autre zone, ou même sur la même zone, des arbres, intégrer des animaux qui viennent compenser autant que possible justement cet impact environnemental. C'est important parce que c'est vrai que souvent quand on parle aux développeurs, hein, ceux qui veulent faire des hôtels, qui veulent faire des centres commerciaux, des zones industrielles, et on en a besoin, et qu'on vient leur dire oui mais attention, si tu mets en place telle activité, il faudra que tu prévois tel système, soit pour on va dire, adapter en amont, soit pour compenser en aval. Tout de suite, eux, ils traduisent ça en termes de coût, de surcoût par rapport au projet initial. Mais il faut quand même qu'on rappelle à tous qu'on ne peut pas s'engager dans un développement forcené au détriment de l'environnement. Parce que à quoi ça sert d'avoir des sous si on a une planète détruite? Et on n'arrivera pas à développer notre tourisme si nos lagons, nos plages, nos vallées sont saccagées et inhabitables. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est cette dichotomie entre la notion de l'économie économique qui est pour laquelle les ressources sont infinies avec la réalité du terrain. La réalité du terrain, nos ressources sont finies. On dispose que d'une certaine quantité en cailloux, en arbres, en valorisation de minéraux, etc. Alors que l'économie, on peut passer d'un statut à un autre. On a de plus en plus d'acteurs économiques chez nous qui ont pris conscience de ça et qui prennent aussi conscience du potentiel de combiner les deux. Parce que de dire j'ai construit un hôtel, certes, mais il respecte l'environnement et il vient même parfois régénérer l'environnement. On l'a vu avec des nurseries de corail, des choses comme ça au pied de certains bungalows. Je pense que nos acteurs économiques, de plus en plus, enfin du moins j'espère, hein, j'en suis convaincu, ils prennent conscience de ça, de cette possibilité de combiner les deux, le développement économique et le respect de l'environnement. On est arrivé au terme de notre entretien. Tu es chercheur, donc tu as fait 25 ans d'enseignement à l'université, tu as vu défiler plusieurs générations d'étudiants.
Mon épouse d'ailleurs a été ton étudiante il y a quelques années quand elle faisait son master. Et quel message tu voudrais envoyer à nos jeunes par rapport à ces métiers de l'environnement, ces métiers de la pêche, ces métiers de l'agriculture, de l'aquaculture? Est-ce que tu leur dis ouais, non, faites plutôt du droit ou une école de commerce, ou est-ce que non, je fais l'avocat du diable, je me fais l'avocat du diable. C'est quoi ton message? Mon message immanquablement, c'est suivez votre passion. C'est mon déplacement lorsque je rencontre tous les élèves des maisons familiales rurales, des lycées agricoles. Suis ta passion. Suis ta passion, surtout si au niveau familial, tu as le soutien. Le pays, tu auras le soutien, parce qu'on a mis en place en plus des bourses majorées dans nos filières prioritaires. Donc c'est de suivre sa passion, parce que tu sais comme moi, quand on a la passion, on se relève à 4 heures du matin parce que tout d'un coup, tu vas pas dormir parce que tu as ton idée, que tu veux l'approfondir, tu veux aller au bout de ton idée. Ça donne... on a tous à un moment donné dans notre vie des moments difficiles. Et lorsqu'on est passionné, ça nous permet de rebondir. Ça nous permet de rebondir dans ce que nous aimons. Donc je sais que les élèves que j'ai eus, les étudiants que j'ai eus, sont en tout cas dans la filière scientifique, hein, ils sont tous issus en règle générale d'un bac scientifique, donc ils sont déjà investis de cette matière. C'est après de trouver véritablement dans cette matière que sont les sciences laquelle je suivrai. Est-ce que c'est la biologie? Est-ce que c'est la physique? Est-ce que c'est la chimie? Est-ce que c'est les maths? Peu importe, à partir du moment où la passion est là. Il y a également un message moi, que je fais passer tout le temps aux jeunes que je peux croiser, c'est que on pourra te voler ton pripot, on pourra te piquer tes savates, mais on ne pourra pas te voler ce que tu as dans ta tête, ce que tu as acquis, dont on t'a enseigné. Et pour cette raison, lorsque tu es à l'école, lorsque tu es sur les bancs de la classe, il y a 2 choses à avoir en tête. C'est l'attention, être attentif à ce que ton prof te dit. Et pendant ce moment-là, de le consacrer justement que à l'apprentissage. Parce qu'après, on sort, on va s'amuser avec les copains. En fin de journée, on peut aller surfer, on peut avoir des activités diverses et variées. Mais lorsqu'on est présent sur le banc de l'école, sois attentif et sois... Range ton smartphone. Range ton smartphone. Ne pense pas à ton copain, ta copine ou aux vagues. Sois présent et ce que tu vas acquérir te sera au bénéfice de toute ta vie. Et tu pourras, je l'espère, en faire profiter d'autres. Ça, la pédagogie, après, c'est divers et varié. Maruru Taiveni, merci pour cet entretien, je pense qu'il était très riche. On se retrouve dans un prochain podcast avec le Benjamin de l'équipe, Kainou, donc notre ministre de la jeunesse, des sports, en charge de l'artisanat et de la prévention de la délinquance, qui aura certainement beaucoup de choses à nous dire, notamment sur les Jeux du Pacifique, mais pas que. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire, à partager, à commenter et à liker. Et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau Apro A avec notre jeune ministre des Sports.